Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Danny Bourgault. Bonjour, Danny. Salut Marc, Comment vas-tu? ça va très bien. Une des choses qui m'impressionne de toi, Danny, c'est la façon que tu... J'aime pas le mot gérer tes équipes, mais c'est ça qui arrive, que tu dynamises tes équipes, disons. Comment tu arrives à emmener des gens à se surpasser? Parce que c'est ça que tu fais dans la vraie vie. En fait, c'est bizarre un peu, mais c'est de trouver en fait ce qui mobilise chacune des personnes dans l'équipe. Dans l'équipe, chacun a des forces qui sont différentes, chacun apporte son petit grain de sel différent tout le temps, d'essayer de savoir c'est quoi, puis d'être à l'affût, de s'ajuster, puis d'être capable de se retirer aussi parce qu'on n'a pas tout le temps le même niveau d'énergie. Donc, d'essayer de capter toujours comment l'humain se porte au travail. Comment tu arrives à faire ça? Parce que ce que tu dis... D'abord, moi, j'observe que très peu de gens le font. On voudrait tous, je pense, arriver à faire ça. Mais dans le feu de l'action, avec des moments où on est débordé, où on est intensément affecté par le stress et les délais, comment toi, tu arrives à le faire pour de vrai? Je sais pas. En fait, je pense que c'est de le sentir. Des fois, il y a des situations, que ce soit stressantes, que ce soit financières avec des clients ou quoi que ce soit, c'est de ressentir le moment, puis de reconnaître avec qui on est, puis de voir est-ce qu'il y a une pression qu'on doit maintenir, comment est-ce qu'on est capable de laisser filtrer en fait la pression pour que la personne qui est en avant de nous ou l'équipe qui est en avant de nous ne le ressente pas nécessairement. Tu sais, et puis ça va être différent si je parle avec un exécutif, ça va être différent si je parle avec mon équipe directe ou des clients. Fait que c'est d'être capable de tout le temps percevoir cette énergie-là qui est en train de se passer, puis comment est-ce qu'on s'ajuste, puis rapidement, pour pas que les gens sentent cette pression-là, puis ça arrive qu'ils la sentent, mais comment on est capable de le minimiser. Dans le fond, tu choisis ce que tu dégages, mais pour ça, il faut que tu en sois conscient. Ouais. Donc, tu Ouais. te demandes qu'est-ce que je dégage présentement. Quand je t'écoute, tu es obligé de te poser cette question-là. Oui, absolument. Puis en fait, tu essaies de toujours être dans le positif, parce qu'on est responsable aussi de ce qu'on dégage. Fait que comment on perçoit ce qui se passe autour de nous, puis comment qu'on laisse sortir cette énergie-là. Je pense que c'est important d'être. C'est pas tout le temps évident, là, ça se fait pas tout le temps, mais d'être capable d'en être conscient, puis d'être capable de le modéliser, de le réguler, si je Ouais, peux dire. ouais. Ouais. Mais ça, j'ai le goût de creuser ça, puis je vais donner un exemple. Cette semaine, quelqu'un me partage, j'ai fini un meeting avec une personne, c'était pas excellent comme sujet, c'était un truc RH un peu complexe, puis ça c'est venu me chercher. Puis 30 secondes après, je rentrais dans un meeting de vente. Puis là, mon vendeur m'a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'en veux? À propos de quoi? » Puis lui, il a dit « Ben, écoute, non, je t'en veux pas. » C'est là qu'il a réalisé qu'il a gardé l'énergie du meeting précédent. Il n'a pas eu le temps, là. Il a fait tac, il est sorti d'une porte, il est rentré dans... Il a ouvert l'autre porte, puis il sait pas, là, puis c'est un top leader, le gars, là. Il est bon, là, OK? Ça doit t'arriver toi aussi. Comment tu fais pour faire ça? Pour faire cette transition-là? En fait, le truc que j'ai, peu importe où se passe cette rencontre-là, qu'elle soit en Teams ou en personne, avant d'aller dans une autre rencontre, je prends un moment juste pour moi, tu sais, à porte fermée, ou une marche, puis tu sais, j'essaie d'enlever cette énergie-là, puis un des trucs, ben, de se lever, puis de, tu sais, juste comme tout enlever ce qu'on a comme énergie, c'en est un. Mais aussi de se rappeler que dans l'autre rencontre, ben, ils sont pas responsables de ce qui vient de se passer. À partir du moment où là, on est capable de le mettre en contexte, je pense que ça facilite cette transition-là vers une autre rencontre qui est 5 minutes après, puis qui n'aura pas d'impact, en fait, sur ces gens-là. Je pense que c'est une des façons que moi j'ai trouvé parce elle est physique, on le fait. Fait que, des fois, on pense qu'on a l'air niaiseux un peu, on ferme la porte du bureau, mais tu le fais vraiment, puis tu passes partout, puis tu l'enlèves. Ça envoie un signe que cette énergie-là elle appartient au moment du passé, puis on peut passer à d'autres choses. Parce que ces gens-là du deuxième meeting ne sont pas responsables du Absolument pas. précédent. Absolument pas. C'est pas toujours facile. Mhm. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, comme leader, c'est ce qu'on dégage, que les gens retiennent. Les paroles aussi, mais surtout ce qu'on dégage. Ouais. Puis, tu sais, tu portes particulièrement attention à ça. Les gens, parce que j'ai rencontré les gens de ton équipe, sont particulièrement, il me semble, éveillés et intéressés à s'élever. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour que ça se produise?
Tu sais, ça peut être eux que tu as bien choisi au départ. Je m'en allais là. OK. Je l'ai choisi en fonction de Vas-y leur... avec ta réponse, donc. En fait, je l'ai choisi. En fait, le processus d'embauche ou choisir des équipes, bâtir des équipes, c'est un art, là. Il y a une énergie, on est 5, tu rajoutes une 6e personne, ça peut mettre en péril l'énergie complète de ce groupe-là. Donc, de choisir cette 6e personne-là, c'est crucial. J'irais même jusqu'à dire au-delà des compétences de la personne, parce que la personne, si elle a les bonnes aptitudes techniques, va apprendre. Donc, le fit est excessivement important. Fait que c'est certain que, ben, comme je l'ai choisi, ça dégage ce que je veux, je le retrouve dans mes équipes, parce que c'est ce qui m'attire aussi de ce fait-là. Donc, c'est sûr que ça me surprend pas de voir, tu dises que mes équipes aussi cherchent à s'éveiller. J'ai des noms en tête de personnes, puis c'est de plusieurs âges. J'ai des gens un petit peu plus vieux dans l'équipe, puis très jeunes, puis il y a la même énergie, si je peux dire, ou la même désir de s'éveiller, puis de s'amener à un autre niveau. Fait que l'attitude avant la compétence, Toujours. mais avant tout ça, le fit avec l'équipe. Ouais. Okay. Je pense qu'on ne fait pas assez attention à ça. C'est quand je regarde autour de moi, personnellement, dans ma carrière, j'étais pas là. J'ai fini par être là parce que ça a fait assez mal que j'ai compris que peut-être que je devrais faire plus attention. Moi, j'étais celui qui engageait sur la compétence, mais la compétence pour de vrai, par contre. L'attitude, je la gérais. Fait que j'étais occupé pas mal avec des égos, des gens qui étaient vraiment peu capables de travailler ensemble. Puis le match d'équipe, ça, c'est venu à ma fin de carrière. J'ai compris qu'il fallait que ça aille ensemble. Mais je te rejoins parce que c'est pareil pour moi. Tu sais, si on m'avait dit plus tôt, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus axé sur le résultat. Je voulais bien plus arriver à une destination que de... Parce que le fit dans l'équipe, ça fait partie du parcours que tu vas faire avec ton équipe. Donc, tu vas, comme la course, tu vas aimer chaque kilomètre que tu fais, ou chaque kilomètre va venir avec un défi X. Mais quand tu as ton équipe, c'est la même chose. Quand tu es axé juste sur la destination, tu veux faire une distance, le parcours n'est pas le fun, là, parce que tu veux juste arriver à la ligne d'arrivée. Puis il y a des objectifs, des fois, qu'on va se fixer qui vont prendre 5 ans. T'imagines, si pendant 5 ans, tu es juste fixé sur l'objectif, tu perds un peu ta map, un peu la direction que ça devrait prendre. Fait que moi, je pense que, comme toi, plus tôt dans mon rôle de gestionnaire, j'étais beaucoup plus axé sur le résultat. Puis les équipes n'ont pas toujours été comme elles le sont maintenant. Donc, c'est à cause des résultats ou du contexte que tu t'es dit, il y a quelque chose qui doit changer? Un peu comme moi? Ou... Ben, en fait, moi, je dirais plus que c'est qu'à un moment donné, tu atteins un résultat, puis ça vient avec une émotion qui est différente. Mais quand tu l'atteins, des fois tu avais une attente qui était élevée, puis tu es un peu déçu, même si tu as atteint. Puis d'autres fois, t'atteins pas, mais c'est vraiment satisfaisant. Fait que l'objectif que tu t'étais fixé, ce qui était réaliste où il était, puis en fonction de la distance que tu avais à faire, tu le sais pas finalement, c'est comme n'importe quoi. Fait que d'aimer le parcours fait que, tu sais, avec les hauts et les bas, je pense que ça apporte beaucoup plus. Puis à partir du moment où tu te rends compte que ça apporte plus, ben, c'est correct d'avoir un objectif parce qu'il faut travailler vers quelque chose, il faut avoir un fort. Mais je pense que le plaisir, il est dans le chemin pas mal plus que d'y arriver. Puis quand on y est arrivé, ben, c'est le fun. Ben, mais on le sait tous, on veut juste aller à la prochaine étape puis dire, ben là, j'ai couru un demi, je vais en courir un complet, un marathon. On sait. Ouais, ça ressemble à la vie, ça, la course? C'est pareil. Pareil. Ouais. J'ai remarqué ça aussi, les longues distances, ce qu'on appelle la course d'endurance. Tu as un objectif scolaire d'un bac de 4 ans, tu as un objectif d'entreprise avec un plan stratégique de 5 ans. C'est la même affaire. C'est le mindset, c'est tous les obstacles en cours de route, comment je les vois, comment je les perçois. Élever ton équipe, élever tes gens sur une base individuelle ou sur une base de groupe. Comment est-ce que tu agis avec tes gens? Les deux, je pense. En fait, individuellement, on a habituellement des séances à chaque semaine, mais aussi de voir comment, après ça, suite à ces séances-là, comment ça se traduit dans le collectif, puis quand on travaille en équipe. OK. Parce qu'il y a tout le temps des opportunités d'apprentissage, donc c'est du coaching en one-on-one, puis c'est pas tout le monde qui aime que ça se fasse en groupe, là, fait qu'il faut faire attention. Okay. Puis après ça, c'est de voir comment ça se passe. Des fois, c'est un conflit entre deux gestionnaires, fait qu'on essaie de coacher, de coacher avant, ou des conflits ou des objectifs qui sont conflictuels, puis là, ben, ça tire pas sur le même bord, fait qu'essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de venir aider, mais je suis beaucoup dans le laisser aller, tu sais, je veux dire, je veux pas donner trop de solutions. J'aime ça qu'ils expérimentent.
qu'ils fassent leurs essais, puis qu'après ça, voient comment est-ce qu'ils auraient dû peut-être, eux, se comporter différemment. Je les laisse beaucoup aller. Ce qui fait qu'ils viennent pas souvent avec des enjeux, mais quand ils viennent, ben là, on est en mesure d'en parler. Tu sais. Ce que j'entends qui est différent de plusieurs gestionnaires, c'est que ta façon d'agir avec chacun va être différente. Absolument. Beaucoup font, exemple, j'ai un one-on-one de 30 minutes, 1 heure avec chacun. Toi, ça se peut que tu adaptes ça. J'ai toujours la même structure dans le one-on-one, mais il n'y a pas un de mes one-on-one qui est pareil. Absolument. Ils sont tous différents. Puis ce que j'aime dire, c'est que c'est du temps qu'on bloque, qu'ils peuvent m'utiliser pour aller plus loin ou enlever des obstacles ou des choses que sur le quotidien qui n'ont pas besoin de moi nécessairement, mais que là, ils gardent en note, disent bon, mais là, on a une liste, on passe à travers. Puis c'est pas axé sur des indicateurs de performance, ça vient, on les a tous les jours, on les a toutes les semaines, donc quand on les a, on les communique, puis qu'on était où. Mais je veux vraiment que le one-on-one soit axé sur la personne qui est en avant de moi, à savoir qu'est-ce que tu as besoin, là, ou qu'est-ce qui, depuis une semaine, a fait que tu n'as pas pu avancer ou tu n'es pas plus proche de ton objectif, puis je peux-tu t'aider avec ça? Puis des fois, c'est juste non, je veux juste ventiler, je veux bien dire, l'attente va être claire. J'ai pas besoin que tu m'aides, mais j'ai besoin d'en parler, t'es mon boss. Puis d'autres fois, ça va être plus, bon, on va échanger, puis là, je vais donner mon point de vue ou une expérience passée que je peux avoir eue, puis là, ils vont, ah, ok, peut-être, puis là, ils partent. Puis c'est ce que j'aime, parce qu'après ça, ben là, ça leur appartient, puis ils le font arriver, parce que là, ils ont acheté, c'est eux autres qui l'ont fait. Donc, c'est sûr que c'est pas mal plus gratifiant comme ça. Ce que j'entends, c'est que tu es un aidant avec des gens de ton équipe. J'aime aider tout le monde. J'aime vraiment aider tout le monde. C'est quelque chose qui est venu sur le tard à partir du moment où j'étais moins axé sur le résultat puis j'étais plus dans le parcours. Là, tu te rends compte que tu rencontres plein de gens. Tu rencontres plein de gens dans la vie qui viennent dans ta vie à des moments X, Y pour t'aider aussi. Parce que des fois, on pense que ils sont là pour nous aider, mais on les aide aussi. Donc, il y a une réciprocité qui est assez forte. Puis quand on s'arrête pour le voir, ben là, on veut juste en aider plus. On veut juste continuer à faire ça. Fait que là, le travail, c'est un aspect de notre vie d'humain là, à aider, là, mais il y a tout le côté personnel aussi qui en est gagnant. Savais-tu quand tu étais plus jeune, aux études, que tu deviendrais un gestionnaire? Alors, je voulais être avocat. C'est raté. Ouais. Complètement raté. Non, en fait, je savais pas que j'allais être gestionnaire. Je savais que j'allais tout le temps monter. J'allais, puis monter dans un sens plus littéraire, là, que j'allais avoir des responsabilités tout le temps en grandissant. Puis ça allait venir peut-être avec gestionnaire, mais j'avais aucune idée que c'est ce que je ferais aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je me demande même ce que je vais faire dans 5 ans. Je ne sais pas nécessairement ce que je veux faire. Tu comprends? C'est comme un éternel questionnement. Okay. À la recherche de c'est quoi la prochaine étape dans le fond? C'est comme si tu disais, OK, c'est le fun. Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui s'en vient? Exactement. Puis aussi, essayer de voir, ça fait 25 ans, donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Puis qu'est-ce qui revient puis que j'ai pas appris? Parce que la vie nous envoie ce qu'on n'a pas appris. Hein? Fait que jusqu'à temps qu'on le corrige ou qu'on s'améliore. On devient coach pour ça aussi, jusqu'à ce qu'on ait compris nous-mêmes. On a besoin d'être coach, apparemment. Donc, tu as un côté leader aidant qui fait la différence chez tes gens et tes équipes. Oui, je le pense. C'est ce que j'entends là. Ouais. As-tu un mentor? Oui. J'ai plusieurs mentors. J'ai plusieurs coachs. Oui, absolument. Professionnels, personnels, sportifs. Puis en fait, je pense que le mentor ou le coach dans la vie arrive à un moment où les choses vont bien, mais il manque on sent qu'il manque un petit quelque chose. Il nous manque un outil, il nous manque peut-être une chose à comprendre ou à pratiquer. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, le coach, il devient super intéressant. J'ai longtemps eu des coachs professionnels, que ce soit à travers des programmes de formation et tout. Au niveau de l'entraînement physique, c'est récent, mais j'ai un coach privé qui me suit aussi parce que j'ai des objectifs que je veux atteindre. Puis ça fait toute la différence. Quel lien fais-tu entre le coaching professionnel et le coaching sportif? Ben en fait, c'est très, 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 très similaire. Je veux dire, ça prend un fit. Hein? On parlait de fit tantôt. Puis dès qu'il y a un fit puis qu'on comprend bien les objectifs, le coach est en mesure de te dire exactement ce qu'il faut que tu fasses. Puis je vais prendre l'entraînement, par exemple. Là, tu as une capacité X, tu veux la capacité Y, voici ce que tu devrais travailler. Puis il va aussi défaire des patterns parce que, bon, on s'entraîne, on est actif, mais à un moment donné, on fait des mouvements, puis peut-être qu'on se blesse avec ces mouvements-là. Donc, ils vont venir défaire la mécanique, comment on le fait,
pour dire, regarde, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Fait que des fois, ça prend un pas de recul parce que là, ben là, on n'est plus aussi performant avec le nouveau mouvement qui est le bon mouvement. Fait que là, on le refait. Puis à un moment donné, puis là, quand on revient à le maîtriser, ben là, on est capable d'atteindre des nouveaux sommets. Fait qu'elle va. Le coach privé, en termes d'entraînement sportif, moi, c'est ce qui m'apporte. Puis le coach professionnel, c'est la même chose parce qu'on a des croyances limitantes, on a des schémas dans notre tête par l'enfance académique, peu importe d'où on vient, le milieu social, puis on pense que certaines choses ne peuvent pas être atteintes alors qu'elles le peuvent. Puis ben, le coach professionnel, lui, il aide aussi à défaire ça, je pense. Puis en fonction des buts qu'on veut atteindre, évidemment, ben, il va nous donner des outils, des plans de match. Puis après ça, ben, ça reste aussi un partenaire d'imputabilité. Parce que si on est sérieux dans la démarche, puis qu'on fait ce qu'on nous dit, ben là, il devra avoir des résultats. C'est un coach privé au niveau sportif, si on ne fait pas les exercices qu'elle nous dit de faire, on va être à la même place une semaine après, puis on n'aura pas de résultat. Donc, générer la bonne action en fait, faire la bonne action pour générer Ouais. le bon résultat. Ouais. Puis aussi le mindset qui est en lien avec ça, qui vient changer. Le mindset puis la discipline, la constance, puis de continuer de le faire, parce que des fois, c'est pas facile, parce qu'on l'a jamais vu comme ça, puis c'est quelqu'un d'autre qui nous dit de le faire. C'est pas facile de voir qu'il va y avoir des résultats. Ouais. Fait qu'on se dit, ben, voyons, c'est sûr que c'est facile quand c'est un coach privé, je veux dire sportif, parce que là, tu regardes la shape, tu te dis, s'il est capable de faire le mouvement, je pense que si je l'écoute, je vais être capable de faire le mouvement. Alors que, tu sais, peut-être professionnel, des fois, c'est plus difficile. On se dit, ben là, je sais comment faire telle affaire. J'ai été en succès tout ce temps-là. Pourquoi que là, ça marche plus? Donc, des fois, il faut accepter aussi d'être capable de reculer un petit peu pour... Tester quelque chose de nouveau, être assez ouvert. Exactement. Puis garder... tu sais, il y a l'élément dans ce que tu dis, croyance. Donc, générer le bon mindset, c'est un défi de tous les jours parce qu'il s'en passe des pensées dans notre tête. Puis c'est à nous de sélectionner les bonnes, celles qui vont nous aider à grandir. Puis c'est facile de croire toutes celles des fois, qui nous disent de rester assis. Fait que, tu disais tantôt, quand moi je cours, ben les premières minutes, là, c'est le message que je reçois, c'est va donc t'asseoir à la maison avec ton petit café, ça va être le fun, tu vas être bien, tu vas être confortable. Mais c'est drôle qu'au bout de 10 minutes, 15 minutes max, j'ai plus ça. En général, c'est dans les 3 premières minutes. Fait que mon corps me ment, puis si je l'écoute là, je m'empêche d'atteindre mon but. C'est quand même fou, là. Ouais. C'est quand même assez particulier. Fait que je dois sélectionner les pensées qui Puis si ton corps n'a pas réussi à te convaincre que ce que tu fais n'est pas correct, il y a du monde autour de toi qui vont te le dire que c'est pas correct. Ouais. Tu sais, c'est vrai parce que le corps veut nous protéger, puis les gens autour qui ont peut-être pas la même envie ou la même ambition, ne sont pas dans notre tête, ben, ils vont nous dire aussi ah, tu devrais pas faire ça. Ah, tu cours, tu t'entraînes, c'est pas bon pour toi. Fait que, c'est pas bon pour qui? Tu comprends? Fait qu'il faut aussi réduire le bruit qu'il y a autour, le bruit ambiant des gens qui sont bienveillants puis qui pensent que... Oui, puis peut-être s'aligner avec, s'entourer de gens qui ont un succès similaire au nôtre. En ce sens-là, c'est qui les leaders que tu estimes? Il y en a eu plein. Et puis moi, les leaders que j'admire, c'est les leaders, je vais dire, les leaders silencieux, les leaders sans nom. Puis je fais partie avec mes parents ou mon enfance. Mon père a toujours travaillé une résilience, toujours une droiture. Donc ça, pour moi, ça m'inspire énormément. Après ça, ben, dans ma carrière, il y a eu mes premiers gestionnaires. Les premiers gestionnaires, ils disaient, OK, comme, je voudrais être comme ça. Puis après, à un moment donné, on se fait un style à travers tout ça. Là, on devient quelqu'un et tout. Je pense à ma conjointe, j'ai des amis très près qui sont malades puis qui se battent à tous les jours. Pour moi, ça, c'est des leaders qui mobilisent et qui motivent. C'est des petites choses qu'ils font. C'est pas les Steve Jobs ou les... je veux pas tomber dans le cliché des grands entrepreneurs, mais moi, ce qui me mobilise, c'est les leaders silencieux, ceux qui ont réussi à le faire, puis qui le font à tous les jours, puis qui font une différence. Le courage, dans le fond. Hein, c'est des exemples que tu m'as donnés, c'est des exemples de courage. Beaucoup de courage. Et des gens malades, c'est pas pour la publicité, là, c'est pour survivre. Exactement. Est-ce que c'est facile pour toi de prendre une décision? Je te dirais que oui. Je suis quelqu'un de nature très intuitive. J'ai pas besoin d'avoir énormément de faits. Je regardais la situation, puis je vais voir dépendamment aussi là, du niveau de décision. Essayer de prendre le plus d'informations possible. Puis on prend une décision, puis on avance. Puis je veux pas dire qu'on bâtit l'avion en plein vol, mais j'ai pas besoin d'avoir tous les détails. Parce que ce que je trouve à un moment donné, quand
on a toutes les données, il se passe, on devient immobile, puis là, on veut prendre la décision parce que là, on aimerait peut-être avoir un petit peu plus de données pour confirmer ce qu'on pensait puis qu'on pensait. À un moment donné, il faut être dans l'action. Puis moi, je suis ce type de décideur-là où je me dis, bah, j'ai assez confiance que bon, on se cassera pas le nez, on peut avancer, puis après ça, on ajustera. Quelle décision est-ce que tu prends seul, puis quelle décision est-ce que tu prends en équipe? Je prends beaucoup de décisions en équipe. Ça dépend du niveau de prise de décision, mais j'aime impliquer mes équipes. C'est rare qu'on ait des décisions à prendre seul. Puis souvent, quand c'est des décisions qu'on a à prendre seul, c'est pas des super bonnes décisions. Il manque des éléments pour prendre la... Ouais. 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 Ben, juste pour le buy-in, de ce que je vois moi, autour de moi, juste pour avoir le buy-in. Ouais. Puis ça peut pas, tu sais, on peut pas juste poser la question à nos équipes pour avoir le buy-in. Non. Mais la conséquence, le buy-in, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Là, Oui, quand- puis quand on implique nos équipes, on peut être transparent avec. Puis après ça, même quand c'est des mauvaises nouvelles, ça aide un petit peu plus à comprendre. Ça va avec la mobilisation des équipes. Oui, absolument. Puis je pense que quand tu mobilises les équipes de cette façon-là, ben, quand c'est des mauvaises nouvelles, ils savent que c'était transparent puis que ça va. S'il y a quelque chose, ils vont le savoir. Ils ne sont pas dans l'expectative de y a-tu quelque chose d'autre, y a-tu quelque chose d'autre. Non, s'il y a quelque chose, il va venir, il va nous le dire. Qu'est-ce qui te reste à apprendre dans ta vie? Parce que je sens un lien, puis c'est dans la vérité de tout le monde, là, un lien entre ton évolution personnelle puis celle de leader. Parce qu'on tu sais, on peut pas tant être différent. On peut essayer, mais on peut pas être tant différent. Moi, j'ai essayé dans le passé d'être Marc au bureau, Marc avec des amis ou en famille. Puis ça marchait pas. Fait qu'il y a une petite différence, mais elle est vraiment pas grande. Ce qui me reste à apprendre, en fait, ou à mettre en pratique, c'est de vraiment bien saisir où ma vraie valeur est. Si ça fait du sens. Parce qu'en fait, on prend des décisions dans la vie. On prend des décisions pour nous, en premier, puis ça a des répercussions sur les gens qui t'entourent. D'accepter qu'il y a des gens qui partent, puis Mhm. d'accepter qu'il y a des gens qui reviennent, ça fait partie du processus d'accepter que ma valeur est autre. Donc, la même chose, je pense, pourrait se dire au niveau du travail, d'accepter que est où ma vraie valeur, puis c'est où j'en redonne le plus. Puis ça, je pense que c'est probablement là où je peux apprendre le plus. Tu sais, on a parlé pendant longtemps d'améliorer nos faiblesses. Moi, tu sais, quand j'ai une faiblesse, c'est que je suis pas doué au départ. Si tu me demandes de chanter, ça ne sera jamais extraordinaire. Ça peut donner meilleur, mais ça sera jamais extraordinaire. Mais j'ai d'autres talents qui sont déjà là, que je peux exploiter puis amener une valeur. Tu parlais d'aider, aider des gens à devenir meilleurs. Là, j'ai un potentiel plus grand. Puis, parce que tu me fais penser à, c'est Dan Sullivan puis Benjamin Hardy qui ont écrit un livre là-dessus qui est 10X. Tu sais, c'est 10 fois, devenir 10 fois meilleur, c'est plus facile que 2 fois meilleur. Je suis entièrement d'accord que si tu es très bon, tu as un très bon vendeur qui est bon à closer des deals, ben mets-les en avant du client pour qu'il close des deals. Merci beaucoup, Danny. Merci à toi.